à un moment. Mais en fait, là, c'est qu'il y a un vrai scandale. Genre, j'ai lu l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France et elle est Tu veux pas terrifiante. que je mette la Genre, vidéo? Au moins, vraiment. ça fait une Vas-y, intro vas-y, on directe fait une intro, et vas-y. simple, comme ça, t'as pas Ouais, besoin à mais lire et tout si, le monde genre... comprend le concept. Cette affaire, elle commence en 2017 quand Mathias, un jeune homme de 15 ans, atterrit au CHU de Limoges. Il a été victime d'un accident de vélo, en tout cas c'est la version que tient sa famille d'accueil à l'équipe hospitalière. Sauf que quand Mathias va se réveiller après une semaine de coma avec un traumatisme crânien, il va dénoncer les violences qu'il subit au sein de cette famille d'accueil et demander à ce que les équipes hospitalières l'en protègent. À partir de là, l'enquête va démarrer. La première chose que découvrent les enquêteurs dans cette affaire, ce sont les multiples violences que dénoncent des dizaines d'enfants hébergés au sein de ces familles d'accueil, des maltraitances en tout genre, des coups de poing, des coups de pied, des strangulations, la tête dans les WC ou encore des menaces avec des pistolets taser ou encore des couteaux. À Waouh. C'est effrayant. ces violences s'ajoutent aussi des conditions de vie indignes, insalubres. Les enfants dénoncent dormir dans des tentes ou encore dans des caravanes sans eau ni électricité. Il faut aussi ajouter à ces chefs d'accusation de la soumission chimique, puisque plusieurs de ces enfants sont également contraints de prendre des surdosages de médicaments que leur imposent les familles d'accueil pour les canaliser. Aucune de ces familles d'accueil ne disposait des agréments nécessaires pour accueillir ces enfants chez elles. D'ailleurs, ces agréments, ils s'obtiennent en respectant diverses conditions. Par exemple, proposer des logements dignes, salubres à ces enfants ou encore ne pas avoir de casier judiciaire. Or, dans cette affaire, les enquêteurs vont découvrir que plusieurs membres de ces familles d'accueil disposaient, eux, en réalité, de casiers judiciaires pour des faits d'agression sexuelle ou de viol sur mineurs. C'est donc en... Mais comment ça a été possible, ce truc-là? C'est un truc de fou. T'as vu? Il y a eu aucune surveillance, aucun travail de fait. C'est effrayant. Non. Attends, on finit la vidéo. Pardon. Totale illégalité que ces familles d'accueil vont réussir à encaisser l'équivalent de 650 000 € des indemnités versées par l'aide sociale à l'enfance que ces familles d'accueil ne vont jamais déclarer aux impôts. L'aide sociale à l'enfance du Nord, qui plaçait ses enfants au sein de familles d'accueil de 4 Mais comment c'est possible tout ça? départements français, n'a tout simplement pas fait son travail. Elle n'a ni vérifié les identités de ces individus, ni les agréments de ces familles d'accueil, ni les conditions de vie dans lesquelles étaient accueillis ces enfants. Et pourtant, il existait déjà des signalements concernant les violences dénoncées plus tard par ces enfants. 4 au total ont été retrouvés dans les archives des services du département. En octobre prochain, ces familles d'accueil, 19 prévenus au total, vont être jugés au tribunal de Châteauroux. En revanche, aucun membre de l'aide sociale à l'enfance du Nord n'est appelé à la barre, ce que déplorent d'ailleurs les avocats de la défense comme des parties civiles. En tout cas, cette affaire, si elle est hors norme, elle est aussi révélatrice de l'ensemble des défaillances de l'aide sociale à l'enfance en France. On est d'accord, c'est effrayant. C'est effrayant. Mais là, j'aimerais qu'on prenne la mesure de ce truc quand même. Déjà que l'aide sociale à l'enfance, le nombre de scandales qu'il y a, mais déjà, le fait qu'il n'y a plus de financement public, il y a plein, enfin, de moins en moins de financement public, qui veulent couper dans les budgets, dans plein de budgets, même le gouvernement Barnier, dans le handicap, etc., machin. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Après, du coup, comme il n'y a pas beaucoup d'argent, des problèmes de recrutement, etc., les gens qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ils sont encore précaires à 18 ans. Pour autant, on les laisse dans la nature parce qu'il n'y a pas assez de trucs pour les suivre et pour savoir s'ils sont en bonne santé financière, etc. Et qu'en fin de compte, ils finissent pour un SDF sur deux de moins de 25 ans vient de l'aide sociale à l'enfance. Non mais rendez-vous compte. Non mais franchement, là vraiment, il faut prendre la mesure de ça. Genre, un SDF sur deux de moins de 25 ans est passé par l'aide sociale à l'enfance. Ouais, donc c'est vraiment un échec, quoi. C'est même pas un échec. Pour moi, c'est volontaire. C'est vraiment volontaire de briser les gens précaires. Tu brises tout un tas d'enfants, tu les brises et tu les rebrises et tu les rebrises. Tu sais, tu continues. C'est pour ça que pour moi, l'État faut vraiment le concevoir comme un ennemi de ça. Parce que il prend des enfants traumatisés qui ont vécu des maltraitances, au lieu de mettre un terme à ces maltraitances en les prenant en charge, parce qu'il y a des professionnels quand même dans ces cas-là. Hein. Je veux dire, dans des écoles, etc., quand on voit des enfants en difficulté pour être victimes de maltraitance, c'est une obligation des professionnels de soins et du personnel éducatif de les signaler, en fait. C'est vraiment une obligation. Sinon, c'est non-assistance de personnes en danger, parce que ces enfants-là, ils sont dans des situations où ils peuvent mourir. Que ces professionnels de santé fassent des signalements, tout en prenant... Mais imaginez-vous, tu signales à un enfant parce que tu penses qu'il a des risques de mourir,
le mineur se retrouve placé par l'aide sociale à l'enfance, que ce soit dans des foyers où il y a plus d'argent, avec des personnels sous-diplômés, très peu rémunérés, etc., avec des manques de personnel, beaucoup de turnover, etc., ou alors dans des familles, des familles d'accueil dont certains n'ont pas l'agrémentation. Vous vous rendez compte de ce que ça fait en termes de conséquences? Parce qu'on voit, il y a des fugues, il y a des suicides, il y a des maltraitances vraiment très très importantes, même de la part de professionnels de l'aide à l'enfance, faut le dire aussi. Et vous vous rendez compte, avec des gens qui sont traumatisés, qui revivent d'autres traumas, entre enfants traumatisés, sans des prises en charge adéquates. Je veux dire, faut se rendre compte de ça, en fait. C'est que, vraiment, le gouvernement, l'État est l'ennemi du féminisme, des luttes pour mettre fin à la domination adulte. C'est vraiment des gens qui veulent reproduire l'écrasement de victimes de violences, de maltraitance. C'est vraiment la continuation de l'écrasement des enfants. Je veux dire, à un moment, en plus, il faut pas cracher non plus sur les professionnels de l'aide à l'enfance qui ont des métiers extrêmement difficiles et qui font du mieux qu'ils peuvent, mais les politiques public de définancement, de désinvestissement dans l'aide sociale à l'enfance, c'est criminel. Et vraiment, c'est vraiment extrêmement criminel. Donc il faut quelque chose, là, il faut faire quelque chose. Je veux dire, déjà qu'on voit des scandales sans arrêt, mais sans arrêt. Je veux dire, suivez Elias Loufoque sur Twitter ou sur Insta ou je sais pas quoi, il y a des scandales tout le temps. Tout le temps, rien n'est fait. Il y a des commissions d'enquête, rien qui est fait. Les députés du RN qui se disent si inquiets des enfants qui meurent sous les coups des migrants, je sais pas quoi. Ils en ont rien à foutre. C'est ceux qui viennent le moins à cette commission, typiquement. Ça, Elias Loufoque l'a dit. Donc, je veux dire, là, il y a vraiment un vrai problème de fond. Et vraiment, pour moi, là, c'est extrêmement grave. Et ça, c'en est que l'illustration. Mais en fait, c'est tout un système qui dysfonctionne. Et pardon, je m'étouffe. Merci Noé Veto. Et PTDR, il y a une pote qui a fait un stage là-bas, il y avait que des stagiaires. Mais bien sûr, mais c'est effrayant. Et ce qui est super incroyable dans cette enquête, c'est qu'elle pointe vraiment les dysfonctionnements systémiques, qui sont pas simplement un truc un peu de l'ordre de l'anecdote, du fait divers, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais lire l'enquête. L'affaire éclate en septembre 2017 lorsque Mathias, un adolescent de 15 ans, débarque au CHU de Limoges, gravement blessé. Selon JM, qui se présente comme son tuteur, il aurait été victime d'une chute de vélo. Mais lorsque Mathias se réveille après une semaine de coma, il supplie le personnel hospitalier de le protéger de cet homme qu'il décrit comme violent et qu'il ne peut plus revoir. Inquiète, l'équipe médicale effectue un signalement auprès du procureur de la République. Signalement! L'enquête démarre et révèle alors le calvaire qu'auraient vécu une vingtaine d'enfants et d'adolescents dont Mathias placés dans des familles d'accueil illégales. C'est-à-dire que déjà, Mathias vient sûrement d'une famille où il a été placé donc déjà victime de violences, etc. Et que donc déjà signalé, plus dans une famille illégale, et re-signalé, mais vous vous rendez compte en fait, Les investigations remontent jusqu'à 2 organisateurs présumés de ce que les enquêteurs qualifient de travail en bande organisée. JM, l'homme qui tente de récupérer Mathias à l'hôpital, est BC. Placements illégaux. Comment en est-on arrivé là ? Pour disposer d'un agrément en tant qu'assistant familial, il faut remplir plusieurs conditions. L'une d'entre elles, centrale, présenter des conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, physique, intellectuel et affectif. Une seconde clause ajoute que l'assistant familial ne doit pas avoir été condamné pour des faits en relation avec des enfants. Autant d'obligations auxquelles vont se soustraire les membres du groupe d'amis et de connaissances visés par la justice. Ainsi, en 2007, la mère de JM perd son agrément famille d'accueil. Son mari vient d'être condamné pour agression sexuelle sur des mineurs placés dans sa famille. L'association créée par le couple, Le Bonheur est dans le pré, n'a donc plus l'autorisation d'accueillir d'enfants de l'ASE. Cela n'empêche pas JM de relancer l'activité de ses parents en 2013 avant de créer sa propre association 3 ans plus tard, Enfance et Bien-être, une structure associative a priori sans but lucratif dont les statuts sont rédigés par un proche de JM, BC, et qui, elle non plus, n'obtiendra pas d'agrément. Très vite, pourtant, les 2 associés, payés au nombre d'enfants accueillis, vont proposer leurs services à l'ASE du Nord et multiplier les placements. Avant même la déclaration officielle de l'association, des mineurs leur sont confiés. Mais vous vous rendez compte ?
Pour maximiser les gains, le duo prend contact avec une dizaine d'amis, membres de leur famille ou connaissances susceptibles d'accueillir ces jeunes contre rémunération hors de tout contrôle. Jusqu'à 6 adolescents par famille, précise JM lors de ses auditions par les enquêteurs. Des placements donc en dehors de toute légalité, d'autant que le casier judiciaire de BC n'est pas vierge. En 1995 et 2015, il est soupçonné d'agression sexuelle et de viol sur ses filles et sera condamné à 1 an de prison ferme. C'est une dinguerie. Ils ont rien vérifié. Strangulation et coup de poing. Au fil des auditions menées par les enquêteurs, 19 mineurs expliquent avoir été victimes de violences. Dans la majorité des cas, elles seraient le fait de JM et BC. Des claques, des coups de poing, de tête, de pied, de cravache, des strangulations, des menaces au couteau ou au taser, ou encore la tête enfoncée dans la cuvette des toilettes. Des maltraitances que les 2 principaux agresseurs présumés reconnaissent pour la plupart, tout en les justifiant, JM précisant aux enquêteurs qu'il s'agissait là de recadrage. Lorsque nous le rencontrons, Mathias, âgé de 22 ans, se souvient parfaitement des maltraitances en tout genre qu'il dit avoir subi. L'adolescent raconte par exemple que quelques jours avant qu'il ne dénonce les premiers faits, JM l'aurait emmené chez BC. Ils ont commencé à ouvrir une bouteille d'alcool, explique Mathias. C'était du whisky, ils l'ont sifflé à 2. Wow. L'adolescent aurait ensuite été humilié par les 2 hommes. JM mettait ses doigts sous ma gorge, il essayait de me soulever. Il a baissé mon pantalon que j'ai immédiatement remonté, puis il a baissé le sien avant de me pisser dessus. Wow. Une scène à laquelle BC confirme avoir participé aux enquêteurs. JM admet quant à lui les violences, mais il dit ne pas se souvenir de l'urine, ajoutant néanmoins que si des témoins le rapportent, cela doit être vrai. Il devait être tellement bourré qu'il s'en rappelait pas, quoi. Et le mec ne nie même pas. C'est ça qui est fou quand même. Ouais, ça dans lui cette semble histoire, vraisemblable. Ça lui semble vraisemblable. J'ai pissé sur un gosse que je suis censé accueillir. Compte non, mais vraiment, c'est en fait le niveau de maltraitance, c'est à tous les niveaux. Parce que, moi, j'ai fait une formation qui était destinée à des professionnels de l'enfance. Donc, j'étais que avec des gens professionnels de l'enfance. Et qui disaient que c'est hyper important aussi d'avoir des personnels qui ont des compétences psychosociales. Au-delà d'avoir des conditions d'accueil décentes, il y a aussi la psychologie de la personne, en fait. Il faut qu'il travaille sur son empathie, qu'il travaille sur ses compétences. Enfin, il faut pas que le mec ce soit un sadique tortionnaire, globalement, quoi. Mais ça, c'est des trucs qui s'acquièrent, t'as besoin... Et bon, là, en l'occurrence, il faut vérifier, le mec... faire un travail, ouais. Voilà, là, c'est un autre niveau. Mais en tout cas, même pour les professionnels du soin, c'est un truc qui s'acquiert à travers des formations répétées au fil du temps. Il faut faire un vrai travail sur soi, je veux dire. Et c'est des compétences qu'il faut pouvoir maîtriser. Et pour ça, il faut du temps. Et il faut une agrémentation, il faut des contrôles, il faut des formations. Ce qui, là, visiblement, n'a pas du tout été le cas. Surdosage médicamenteux et caravane. Là, la soumission chimique qu'on a déjà vu dans l'affaire Mazan. Ah bah ça, c'est ça qui là, est il y a bien. aussi ça. C'est ça qui Peut-être que ça remettra aussi en question plus tard aussi l'aspect qu'il y a dans la psychiatrie où beaucoup de gens sont assommés aussi aux médicaments. Et peut-être, moi, j'espère que ça va ouvrir un débat sur ça, sur la soumission chimique. Et sur à quel point, en fait, c'est beaucoup utilisé, même en prison, pour calmer les gens. On leur force à prendre des médicaments et on les assomme, on les transforme en zombies, quoi. Autre chef d'accusation retenu à l'encontre de plusieurs membres de ce groupe de famille, l'administration de substances nuisibles. Certains enfants étaient en effet soumis par les adultes chez qui ils vivaient à des surdosages volontaires de médicaments, du Valium, du Risperdal ou encore du Tertian. Ça, c'est des médicaments, pour ceux qui connaissent. Risperdal, Tertian, moi je connais. C'est des trucs ultra puissants. Ouais, c'est ultra puissant, ça. Des traitements notamment prescrits pour la dépression et l'anxiété. Jusqu'à 3 cachets par jour, selon les déclarations de BC sur procès-verbal. En plus, c'est des trucs avec des effets addictifs et des effets secondaires qui sont extrêmement graves. Ouais, sur le système nerveux, sur le système de récompense. Ça fait des dommages de fou. Hein. Ça peut t'en prends un peu pendant des semaines, des mois. Tu peux avoir un problème, être accro pendant des années. Non, mais et puis en plus... C'est pas innocent, c'est pas un Doliprane. C'est que c'est des trucs, et normalement, c'est prescrit par des professionnels qui connaissent les dosages en fonction de tests qu'ils ont fait sur les gens. Là, c'est vraiment, c'est juste de la torture, en fait. Jusqu'à 3 cachets par jour, selon les déclarations de BC sur procès-verbal. Le tout avec la complicité de 2 médecins n'ayant jamais examiné les mineurs ou grâce à des ordonnances falsifiées. Mais vous vous rendez compte, en fait, et c'est là que ça questionne aussi pas seulement l'aide sociale
à l'enfance, pas seulement ces deux personnes, mais ça questionne tout un système de domination adulte, de l'idée que les enfants n'ont pas le droit, que ne sont pas écoutés, ne sont pas pris en compte, et que là, dans le truc de la médecine, bah, y a ce truc que le médecin s'est jamais questionné de s'il devait consulter les mineurs, parce que c'est l'autorité de l'adulte qui prime. Et ça, il y a des conventions internationales sur les droits de l'enfant qui disent que l'enfant doit être consulté pour des discussions importantes qui le concernent et qui peuvent impacter sa vie. Et là, on voit que c'est vraiment la domination des adultes sur les enfants. Et c'est ça dont il est question plus largement. Autant d'abus présumés auxquels s'ajoutent des conditions d'hébergement indignes. La grande majorité des jeunes de passage chez JM ou BC passent en effet la nuit dans des caravanes sans eau ni électricité ou sous des tentes. Avec, pour se laver ou faire leurs besoins, une douche en pleine nature et des toilettes sèches. Parce que normalement, c'est... Quand t'es une famille d'accueil, c'est dans ta maison, c'est une chambre, ils sont censés vivre comme s'ils étaient leurs propres enfants, en fait. Ah mais bien sûr. Donc là, déjà, on les met dans le jardin, dans des caravanes ou je ne sais quoi. Mais moi, c'est la première fois que j'entends un truc aussi fou. Nombre d'enfants se plient aussi sous la contrainte et les menaces à divers travaux forcés, comme la rénovation de la maison de JM à Moué. Des heures à casser des murs, à creuser des tranchées, à couler du ciment. Le tout sans aucun équipement, comme le concède le principal intéressé lors de l'une de ses auditions qui présente ces chantiers comme des activités occupationnelles. Donc il y a en plus un aspect de travail gratuit. On les fait travailler, eux, ils se font l'argent sur eux, c'est horrible. Wesh, ils les préparent à devenir SDF déjà, bah oui. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, déjà, c'est ça aussi. C'est des enfants, c'est les damnés de la terre, quoi. De base, c'est des enfants victimes de maltraitance, donc qui sont les fragiles des fragiles. Et au lieu de l'État de les protéger, ce que devrait faire l'État, eh ben, elle les jette dans la gueule du loup, concrètement. Et en fait, ces gens-là, c'est vraiment, tu fais concrètement une croix sur eux, en fait. Bah oui, parce que quand tu as l'ASE, c'est soit t'es né sous X, soit t'as été retiré à ta famille. Donc souvent, c'est des familles, soit il y a l'inceste, il y a les familles voilà, qui frappent leurs enfants. Et sinon, des grandes pauvretés, des grosses pauvretés, des choses comme ça. Mais donc du coup, en fait, c'est déjà des gens qui arrivent avec des traumatismes. Donc s'ils sont mal pris en charge, mais ça fait vraiment des catastrophes humaines. Et c'est pour ça que beaucoup finissent SDF, malheureusement. Et puis en plus, il y a souvent un double coup aussi, que c'est que les enfants signalés, c'est souvent dans des familles de milieux populaires précaires aussi, quoi. Parce que l'inceste qui existe dans tous les milieux sociaux, chez les bourgeois, ça va être beaucoup moins signalé par la maîtresse, quoi. C'est ce que je veux dire ? C'est qu'il y a la double peine, quoi. Il y a ce truc-là ça vise des familles qui sont précaires, et du coup, clairement, le système des classes sociales maintenues par l'État, par le capitalisme, fait que ces familles-là sont dans des situations précaires qui créent tout un contexte aussi qui est plus propice aux violences, etc. Et dont les enfants vont, du coup, être signalés et vont être prises en charge par des systèmes dysfonctionnels au possible, qui rejouent. Et en fait, c'est vraiment la double, triple, quadruple peine. C'est comme si tu les assassinais à la naissance, ces enfants-là, en fait. C'est horrible. De l'argent qui échappe au fisc. Et en fait, c'est là aussi que ces gens-là, ils profitent. Parce qu'ils savent que ces enfants-là qui ont eu dans leur enfance des problèmes dans l'attachement, parce que c'est ça aussi que les maltraitances, elles font. C'est que t'as tout un tas de problèmes de confiance en toi. T'as du mal à t'attacher. T'es déjà précaire. T'es déjà beaucoup plus sensible à la violence, quoi, en fait. Et on voit, par exemple, pour les victimes d'inceste, que c'est celles qui ont le plus de chances d'être victimes de violences conjugales. En fait, c'est comme s'il y avait marqué victime sur la tête de ces gens, et ces personnes-là, elles profitent. Ouais, ils les reconnaissent. Et ils les reconnaissent. Et là, typiquement, ils sont aidés par l'État, mais allègrement pour faire ça. Et c'est vraiment... Normalement, on devrait lutter contre ces prédateurs-là, quoi. Et là, il n'y a rien qui est fait. Et au contraire, on leur donne de l'argent. On leur donne 630 000 € de subvention publique. Nous, concrètement, on donne de l'argent pour que ces enfants se fassent maltraiter. C'est ça, concrètement, qu'on fait. C'est vrai. C'est là que je pense que vraiment il faut une prise de conscience collective. C'est que concrètement, nous, on paye des impôts pour que des enfants soient violés, agressés, tués, exploités. C'est ça. Ouais. C'est ça. Après, en plus, c'est les conséquences. Parce que l'ASE, ça n'a jamais été parfait. Avant, c'était la DAS, c'est ça. Pour tous les gens passés par la DAS, t'entends même, comment il s'appelle, MC Jean Gabin, qui est connu pour autre chose maintenant, mais c'est un enfant de la DAS. Parce que son père avait commis un féminicide sur sa mère, donc du coup il a été mis à la DAS.
et il a mis l'histoire sur comment c'était déjà maltraitant à l'époque. Mais là, avec ce qui s'est passé les dernières années, des désinvestissements, Ah mais oui. et le fait qu'il dérégule, en fait, en fait, ça va profiter, il va avoir un appel d'air de tous ces gens-là qui sont escrocs, dangereux, qui viennent avec d'autres intérêts, ils vont y aller plus facilement parce que on met moins d'argent pour vérifier les comment t'appelles les certificats là, les agrémentations. Voilà, les agrémentations, on met moins de gens pour ça, donc ça va faire cet appel d'air qui met en danger ces gens-là. Et c'est un choix qui est criminel. Hein. C'est pour ça que les politiques, il faut vraiment leur remettre face à la responsabilité. Quand tu enlèves de l'argent sur l'ASE, quand tu fais que tout le monde peut y travailler, parce que moi, j'ai un pote qui travaille dans les foyers, j'ai ma mère qui a travaillé dans les foyers, ils n'avaient pas de diplôme spécifique à ça, parce qu'ils cherchent tout le monde. Tu rentres en intérim, ils ont besoin de gens, ils te recrutent, t'as 18 ans, tu commences la vie, t'as envie de travailler, ils te recrutent. Hein. Ils cherchent tout le monde, ils prennent tout le monde. T'as pas de diplôme. D'enfants, là tu sais que t'auras pas de problème. Quoi. Donc c'est facile d'y entrer, et c'est ça que ça permet de... Quand tu casses autant ce milieu-là, quand t'enlèves autant d'argent, et c'est ça les conséquences, et donc... faudra en tirer les conséquences politiques et aller chercher les gens qui... Parce qu'en plus, là, il n'y a pas longtemps, ils ont encore enlevé du budget à l'ASE, il me semble. Ah oui, handicap aussi. Et là, c'est ce qu'il faut dire aussi, pour moi, c'est que qu'est-ce qu'on dit, du coup, quand on voit ces scandales et tout, et qu'est-ce qu'on dit aux professionnels de santé ou aux professionnels éducatifs qui sont toujours au contact d'enfants qui voient potentiellement en danger. Parce que tu vois, du coup, un professionnel, moi, tout de suite, je suis prof, je vois un enfant potentiellement victime de violence dans sa famille. Est-ce que je vais le signaler pour qu'il finisse dans ce genre de réseau de prédateurs, exploiteurs d'enfants? Oui, parce que même sans aller dans ce cas-là qui est à l'extrême, même l'ASE classique, c'est déjà... Mais oui, parce que les chiffres sont là. Genre, l'ASE classique, c'est déjà horrible. C'est des machines à créer des SDF, quoi. Donc, globalement, est-ce que tu te dis, des enfants en danger, potentiellement en danger de mort, tu te dis, est-ce que je prends le risque de les retirer à leurs parents? Parce que si ça se trouve, en fait, ça changera rien. Ça se trouve, ça va même empirer. Je veux dire, en fait, pour moi, c'est là que c'est irresponsable. C'est que du coup, les professionnels de santé, ils vont se dire, à quoi bon, finalement? Puis en plus, on sait à quel point les signalements, là, pour le coup, un professionnel de santé qui signale, il peut faire 15 signalements parfois avant qu'on prenne au sérieux son signalement envers un enfant. L'enfant, il a le temps de mourir. C'est comme les femmes victimes de violences conjugales, globalement. Surtout quand on voit qu'après, tu fais un signalement et ça finit là-dedans. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on dit? Moi, c'est une vraie question. Qui fonctionne pas. Parce que, par exemple, dans la formation là où j'étais, ils disaient c'est obligatoire et tout de signaler. Mais moi, personnellement, je réfléchirais, et c'est triste, mais j'y réfléchirais à 3-4 fois. Franchement, j'y réfléchirais à 3-4 fois. Maintenant, il y a une charge morale sur le signalement. Mais bien sûr. Ils ont tellement détruit l'ASE qu'il y a une charge morale sur le signalement. Maintenant, tu réfléchis. Bah oui. Comme une femme qui se fait agresser sexuellement, elle réfléchit, est-ce que je vais porter plainte? Parce qu'il y a le policier qui risque de se moquer de moi, et après la justice qui risque de s'en foutre de ma gueule. Qui va faire son show sur l'accusé, et pour le public, pour tout le monde, mais qui va pas me prendre en considération en tant que victime. Donc, tu comprends les femmes qui ne veulent pas porter plainte. Comme maintenant, on comprendra peut-être plus tard des gens qui veulent pas signaler des enfants, parce que les envoyer à l'ASE, c'est les envoyer à l'abattoir. C'est là que c'est catastrophique, c'est vraiment... Et c'est l'illustration de tout pas un système pour moi qui dysfonctionne, mais l'État, je vois pas comment l'État actuel, capitaliste, patriarcal, etc., peut être une solution pour ces enfants-là. La vérité, moi c'est ça mon avis, finalement ultra gauchiste, mais déjà voilà, il faudrait juste, pour un gouvernement réformiste, Mélenchon, etc., faut déjà commencer par remettre massivement de l'argent, quoi. De l'argent qui échappe au fisc. Donc en plus, on donne de l'argent public à ces gens pour qu'ils fassent de l'évasion fiscale. Bah oui, en gros. Au total, les montants des indemnités indûment versées durant 7 ans par l'ASE du Nord à ces familles d'accueil illégal s'élèvent à 630 000 €. Un demi-million d'euros. Plus d'un demi-million d'euros. C'est énorme. Cette somme correspondant à l'hébergement d'une 60aine d'enfants et d'adolescents. Elle n'a jamais été déclarée. Attends, c'est-à-dire à 60 enfants et adolescents qui sont passés entre leurs mains.
Donc aussi l'aspect turnover aussi qu'il y a. Hein. Ah oui. On voit l'aspect turnover qu'il y a. Hein. Et l'aspect que c'est en 7 ans, 60 enfants. En plus de ça, c'est qu'on sait très bien qu'il n'y a pas assez de place. Et c'est là aussi que ces gens-là, ils profitent de ça. C'est qu'il n'y a pas assez de place. Il y a trop d'enfants qui ont besoin de placement et il n'y a pas assez de place. Donc concrètement, c'est vraiment pour que ces gens-là se fassent du beurre sur les enfants. Certains règlements étaient effectués en espèces. Attends, l'État paie en espèces maintenant des gens. Mais regarde, c'est de l'argent qui s'évapore pour l'État français. Du pur travail clandestin, s'insurge Jean Sagnier, l'un des avocats des parties civiles. JM ira même jusqu'à réclamer des financements complémentaires aux familles des enfants. Ajoute-t-il, devant les policiers, JM reconnaît d'ailleurs s'être passé d'agrément pour échapper aux impôts. C'est pas qu'il avait pas eu d'agrément, qu'il a pas réussi à l'avoir, c'est qu'il en voulait pas et qu'il savait qu'il l'aurait quand même, il aurait quand même des enfants. Des consignes étaient ainsi transmises aux familles dans la combine afin de tenter de passer inaperçu. Interdiction d'entrer en contact avec les parents des enfants, de les faire consulter un médecin, d'aller à l'hôpital ou de faire quelconque déclaration au service de l'État. Dans le même temps, JM et BC voyagent plusieurs fois en Roumanie où les deux hommes montent diverses sociétés pour où déposer de l'argent. L'ASE va déverser des flots d'argent sans aucun contrôle. Tempête encore Jean Sagnier. Et c'est là que tu te dis, c'est du trafic d'êtres humains. Bah oui, totalement, oui. Des main-d'œuvre. Parce que le trafic d'êtres humains, on le voit souvent sur la prostitution. Mais c'est du trafic d'êtres humains aussi, oui. Des manœuvres financières très faciles à mettre en place et permises par le système lui-même. Attends, sur le proxénétisme plutôt que sur la prostitution. Travailleur social depuis 30 ans, le représentant du syndicat Sud a vu l'ASE du Nord signer ses premiers contrats hors de la sphère publique. Le recours à ces sociétés privées ou structures associatives remonte aux années 70. Ah oui, donc ça date quand même. À cette époque, l'ASE, incapable de gérer seule l'augmentation croissante de placements, commence à en déléguer une part des structures à celle de JM Enfance et Bien-être. Et attendez, là, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé des crèches privées, du business des crèches privées. Ouais. Là, on s'en fout des enfants placés par l'ASE, parce que parce qu'il y a ce truc, hein, des enfants cassos, machin, ils sont de toute façon comme si on les avait déjà condamnés. Oh, tu parles, allez, on peut rien faire de mieux. Hein. Tout le monde s'en bat les couilles. La vérité, tout le monde s'en fout complètement de ces enfants. Et bah la vérité, c'est que c'est pareil. Hein. C'est exactement comme pour les migrants, dont on se fout et que ça fait parler personne. C'est pareil. C'est le nivellement par le bas. C'est regardez, on fait ça aux enfants handicapés, on fait ça aux enfants victimes de l'ASE, ça va être tous vos enfants qui vont subir ce traitement-là. C'est pour ça que c'est hyper important rien que égoïstement, c'est important. Donc, c'est catastrophique. Ouais, on voit l'État qui démissionne de certaines de ses missions. Protéger les enfants qui doivent être protégés. Bah là, non. On donne au privé. Donc là, on voit que ça commence à donner au privé et à des associations douteuses. En fait, c'est là qu'on voit que c'est quand même depuis longtemps, les années 70. C'est incroyable, c'est vraiment tout ce dont on parle tout le temps, illustré là. Censé répondre à un intérêt général et respecter les règles de nature à garantir la transparence financière, de nombreux gérants sont en réalité motivés par l'appât du gain. Comme c'est étonnant. Mais tu sais que moi, j'ai entendu ça. Hein. Si tu veux faire de l'argent facilement, fais famille d'accueil et tout. Tout le monde a entendu ça. Moi, j'ai pensé. Mais tout le monde l'a... Putain, c'est bien. Tout le monde l'a déjà entendu, ça, l'aspect ça paye bien. Parce que c'est vrai qu'on a vu la somme tout à l'heure, ça paye vraiment très bien. Combien ça paye regrette la directrice de la prévention du développement social du département de l'Indre, Françoise de Gouville. La rémunération d'un accueil familial agréé, qui est un agent public, est très réglementée, aux alentours de 100 € par jour. En face, ces sociétés ou associations empochent-elles jusqu'à 600 € par jour et par enfant. Ah ouais. Donc, nous, on paye le privé plus cher que le public. Or, c'est bien de l'argent public qui a permis au groupe de familles renvoyées devant la justice de tirer profit de ces dizaines de placements, l'ASE étant entièrement financé par les départements. Des obligations pas respectées. Je suis tombée des nues. Françoise de Gouville se souvient encore du jour où les autorités lui ont signalé que l'ASE du Nord avait placé illégalement des enfants dans son département, l'Indre. Ils auraient dû s'assurer auprès de nous que ces lieux étaient autorisés et agréés.
s'offusque la directrice de la prévention. En effet, depuis les lois de décentralisation de 1983, l'ASE est une compétence départementale. Lorsqu'un juge des enfants prononce une ordonnance de placement provisoire, OPP, les équipes de l'ASE doivent alors identifier le lieu d'accueil le plus adapté aux besoins de l'enfant sous la responsabilité du président du conseil départemental. Concrètement, les administrations du territoire doivent donc vérifier le profil des volontaires, etc. Si l'ensemble de ces conditions sont réunies, le département peut alors octroyer un agrément à ses aspirants assistants familiaux, leur permettant d'ouvrir leurs portes en toute sécurité à des enfants placés. Tous les services ASE de France peuvent ensuite utiliser ces places d'hébergement. Des obligations n'ont pas été respectées par le département du Nord. Et ce n'est malheureusement pas exceptionnel, regrette Françoise de Gouville. Beaucoup de départements importants qui manquent de place ont tendance à envoyer les enfants dont ils ont la responsabilité dans d'autres départements sans être suffisamment regardants et respectueux de la réglementation. Mathias, qui a le premier dénoncé le scandale, n'aura le droit à aucun suivi. Même pas un coup de téléphone, témoigne le jeune homme. Au départ, je n'avais vraiment conscience que la responsabilité venait de l'ASE, dit-il, et pas uniquement de JM. Se rendre compte qu'ils n'ont pas fait tout leur travail, pas du tout fait leur travail, pardon, c'est pathétique. Lâche-t-il, encore traumatisé par ce qu'il a enduré. C'est quand même pas compliqué de vérifier un agrément. Bah oui. Et là, vous vous demandez des fois pourquoi je suis autant en colère contre ce gouvernement de merde et contre tous ceux qui les ont précédés. Mais regardez, les conséquences concrètes, quand je vous dis l'évasion fiscale, les machins, les milliardaires qui font de l'évasion fiscale et après qui rigolent en mode « je joue avec les règles » comme Xavier Niel, ce petit connard de merde. Là, concrètement, ça donne ça. Non mais la vérité, faut se rendre compte que ces gens-là, ils ont du sang sur les mains et jamais ils vont finir en prison. Alors ça, c'est sûr, jamais finir en prison, ceux-là. C'est normal. Sur plusieurs années, ont-ils pu échapper à la vigilance de l'ASE du Nord? Et pourquoi le département dont elle dépend n'est pas concerné par le procès qui doit se tenir devant le tribunal de Châteauroux? Parce que eux, bien sûr, ils ont rien à se reprocher dans cette histoire. C'est que la faute de JM est baissée. C'est un point clé que soulèvent les avocats des parties civiles. L'ASE, ce sont les pouvoirs publics. La pointer du doigt dans ce procès, c'est prendre le risque de se faire s'effondrer tout le système de la protection de l'enfance. Bah, faudrait peut-être le repenser à zéro. Je ne sais Pourquoi pas. protéger un truc qui ne fonctionne pas comme ça? Pourquoi le protéger? Faut le recommencer. Faut recommencer de zéro. Cramer le gouvernement. Je ne sais pas si nos institutions sont prêtes à ça. Mais prenez la Bastille, prenez l'Élysée. Je sais pas quoi vous dire d'autre, en fait. Si ça vous donne pas envie de faire la révolution, je vois pas ce qui vous donnerait envie, en fait. Non, mais vraie question. Déplore Maître Gage Benayoun. Avis partagé par certains avocats de la défense contactés par la cellule d'investigation. L'ASE était parfaitement au courant des conditions d'accueil de ses enfants et n'a volontairement pas levé le petit doigt. Qu'elle ne soit pas appelée à la barre, c'est de l'hypocrisie pure. Bien sûr qu'on est en colère, témoigne de son côté Ludovic, un éducateur de l'ASE du Nord. Bah oui, il faut pas non plus, voilà. On a déposé parce que c'est les professionnels de santé, pour la plupart, la grande majorité, c'est des gens qui aimeraient bien faire leur travail. Et du coup, c'est pour ça qu'ils aimeraient avoir des bonnes conditions. Ils aimeraient avoir de l'argent. Ils aimeraient avoir de l'argent pour faire des formations. Et tout simplement. Et pour pas qu'on laisse à des criminels des enfants martyrisés et maltraités depuis... Bref. On a déposé des gamins dans des lieux qui n'avaient pas d'agrément, on les a jetés dans la gueule du loup. Et c'est pas une claque qu'on s'est pris dans la figure, c'est un parpaing qui nous est tombé sur la tête. C'est là que ça crée... En fait, ça fait que créer du mal-être. Du mal-être chez ces enfants traumatisés, mais chez les professionnels qui se sentent en partie responsables, quoi. Je pense aussi, tu vois, les gens qui travaillent à l'ASE du Nord, je pense pas qu'ils avaient tous l'idée de balancer ces enfants dans la gueule du loup, quoi. Pourtant, selon nos informations, la direction de l'ASE du Nord avait connaissance de l'existence de graves dysfonctionnements concernant ces familles d'accueil aujourd'hui mises en cause. Ah, ils pourront même pas dire qu'ils savaient pas. Mais non, ils pourront même pas dire qu'ils savaient pas. Prenez l'Élysée, mais bien sûr. Non, mais c'est des victimes, et voilà, et on n'a pas à les instrumentaliser, etc. aussi. Mais là aussi, faut en tant qu'après, quand on y réfléchit politiquement, il faut voir ce que ça implique. Et ça implique qu'une chose, la révolution. Ainsi, devant les enquêteurs, la directrice de l'enfance, famille et jeunesse du département du Nord de l'époque, aujourd'hui décédée, a révélé l'existence de 4 signalements rapportés par différents éducateurs de terrain à son service au sujet de JM. Il est question de surdosage médicamenteux, de présence de caméras dans les douches et des violences physiques ayant nécessité une hospitalisation. Franchement, je te jure, ça premier degré, ça me donne envie de chialer. Même après ce dernier signalement et l'hospitalisation de Mathias, l'ASE du Nord continuera à placer des enfants chez la famille de JM. Malgré ce dernier signalement, il y en a eu 4, moi j'ai lu 5, mais je me suis trompée. Lors d'investigation, la directrice de l'ASE reconnaîtra un défaut de vigilance, mais... Alors, selon les informations, plus d'enfants, et là on en vient sur l'aspect systémique,
Il rappelait que c'est pas que JM et les deux fameuses personnes qui ont été horribles et tout, que c'est vraiment un aspect systémique, donc une responsabilité de l'État et des institutions. Voilà, et là on a tout. On a le cœur du problème. Il faut dire qu'à l'époque des faits, les nombres de places d'hébergement disponibles chez JM et ses proches constituaient une véritable bouée de sauvetage, selon Ludovic, face à des disponibilités d'accueil très limitées. La loi Taquet de 2022... Attends, c'était qui au pouvoir ça en 2022 ? Visant notamment à sécuriser les accompagnements et assurer un accueil de qualité, n'avait pas encore interdit les placements de mineurs à l'hôtel ou dans des structures non agréées. Sans autre solution, c'est celle-là qui a interdit à ce qui paraît. C'est ça, on n'avait pas encore interdit ? Non, attends, je comprends pas la phrase. Si, en gros, c'est ça a été interdit. Ça me déprime. Sans aucune autre solution, on déposait des gamins à l'auberge de jeunesse de Lille sans éducateur sur place, témoigne encore Ludovic. Depuis 3 ans dans le Nord, le nombre d'enfants à placer ne cesse d'augmenter. Plus 13%. Bah oui, parce qu'il faut se demander aussi, ces politiques de précarisation, de destruction du monde du travail, etc., ça ne fait que créer de la précarité. Surtout dans le Nord. Et qui dit précarité, dit parfois aussi un climat qui est propice à la violence, parce que si il y a pas d'investissement dans les services publics pour faire la prévention, etc., bah ça crée de la violence. In fine, c'est tout. On attend parfois plus de 12 mois pour que des mesures d'éducation renforcées décidées par les juges soient appliquées au sein des familles. Entre-temps, la situation se dégrade et le placement devient vital alors qu'il aurait pu être évité. S'il y a bien une justice qui doit se faire rapidement, c'est sur les enfants, quoi. Faut qu'on les mette vite en sécurité. Scandale des crèches, ASE, Orpea, juste l'État veut moins payer, aide là. Mais bien sûr, mais c'est ça. Mais bien sûr. Et en fait, c'est ça, c'est que ils s'en prennent aux vieux, aux enfants, à tous les enfants, aux handicapés, etc. Et on pense que ça va jamais nous retomber dessus. Mais arrêtons de nous voiler la face. Apparemment, les juges maintenant, c'est tellement la galère qu'ils mettent les gosses là où il y a de la place sans prendre en compte les réels besoins du gosse. Bah bien sûr. Mais bien sûr, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Mais oui, mais parce que vous savez, les fonctionnaires, c'est toutes des feignasses. Il faut arrêter. C'est de la protection fast-food, quoi. Un jour, faudra parler de l'école de tous, de Macron et du fait pour tous, hein, du fait de mettre des enfants handicapés. Mais bien sûr, mais ça c'est pareil. Hein. Franchement, pour discuter avec des aides-soignants qui travaillent dans des structures pour handicapés et tout, c'est terrifiant. C'est pareil. Hein. C'est que des coupes budgétaires, hein, données au privé, etc. Il y a des trucs privés qui fonctionnent plus ou moins à ce qui paraît, mais il y en a d'autres pas du tout. Il y en a d'autres, ils te recrutent le moins possible, avec le moins de diplômes possible, parce qu'ils veulent pas payer les gens. Sauf qu'à l'autre bout de la chaîne, le nombre de places d'accueil ne suit pas. Entre 2015 et 2018, le département du Nord en supprime 700. Suite à différentes vagues de mobilisation de magistrats et de travailleurs sociaux en 2022, le département promet d'en créer 450, un objectif qui n'est toujours pas atteint. Sur les 12 000 enfants à placer aujourd'hui dans le Nord, près de 10% ne disposent pas de lieu d'accueil ou sont ballottés d'un endroit à l'autre. Une tendance aujourd'hui nationale. On a été le département malheureusement précurseur en matière de défaillance de l'ASE. Non mais c'est quoi cette phrase-là ? On peut s'arrêter sur cette phrase ? Non mais c'est un syndicaliste, oui, non mais je sais, mais c'est de l'ironie quoi. Je sais, mais ça me terrifie en fait, la phrase me terrifie. En fait, faut se dire que les dysfonctionnements de l'ASE dans le Nord, peut-être on pourrait se dire, bon, c'est le Nord, ils ont mal géré parce que c'est départemental, ça a été départementalisé, donc peut-être que c'est que le Nord qui gère mal. Mais le problème, c'est qu'en fait... C'est partout. Ça sera partout. C'est partout. Ça sera partout. C'est de plus en plus au milieu des SDF, et quand ces jeunes trouvent enfin un toit, leurs conditions d'accueil sont loin d'être toujours dignes. Les placements dans des familles non agréées est extrêmement fréquent. Dans le Nord, des enfants confiés à des associations qui ne disposent pas d'agrément dorment encore parfois à l'hôtel. Ah oui. Et du coup, comme ça arrive toujours, comme à l'école, ils ont tellement cassé l'école que plus personne ne veut faire prof. À chaque fois qu'ils cassent pareil pour infirmière, le monde médical, les gens veulent plus faire infirmière. Tu sais que tu vas être mal payé, tu sais que tu vas souffrir, tu sais que tu n'as pas le temps. On te dit, un client, c'est 5 minutes, top chrono. Ils ont tellement mis cette rationalité du néolibéralisme partout, c'est en train de tout casser. Et pour l'ASE, crise des vocations. Tiens, étonnant. Pourtant, moi, j'en connais plein des gens qui veulent aider les enfants, qui veulent travailler, faire du social. Il y en a plein. Mais t'es mal payé. Mais quand t'es dans des conditions aussi horribles, évidemment que tu le fais plus. Puis en plus, parce qu'en plus, ce qui est horrible, c'est que ces politiques néolibérales
te transformes toi, une personne qui veut aider, en monstre. Parce que tu te rends compte que tu fais du mal. Tu te rends compte que comment tu vas expliquer aux jeunes, je te change de famille, je t'emmène là, je te fais truc. L'autre, il te frappe, tu dis, bah, je t'ai déjà signalé. Et l'autre, il te dit, oui, mais il me frappe encore. Mais je t'ai déjà signalé. Et après, moi, je peux plus rien faire. Donc, tu sens que tu fais partie du problème, en fin de compte, malgré toi. Donc, c'est ça qui est horrible. Entre surcharge de travail et manque de reconnaissance, nombre de familles d'accueil, métiers en pleine crise de vocation, quittent ainsi le navire de l'ASE. On cotait 50 000 assistants famille en 2012 contre 45 000 en 2023, avec une augmentation en plus des enfants qui doivent être placés. Donc là, c'est vraiment... La plupart ont aujourd'hui entre 55 et 65 ans et partiront donc bientôt à la retraite. Idem du côté des éducateurs, avec des écoles qui se vident et des jeunes qui quittent très vite la profession. J'ai un exemple concret d'une jeune qui a démissionné faute de solutions alternatives dans son travail, et poursuit Olivier Trenel. Elle est allée travailler au McDo comme si c'était plus supportable de se retrouver à faire des hamburgers avec un contrat encore plus précaire que le sien. Il déplore. Alors. Mais c'est terrible. La meuf, elle préfère faire des hamburgers en boucle. Bah, ça parce que ça m'étonne pas. C'est pour ceux qui ont déjà travaillé à McDo, je pense qu'on est beaucoup. C'est fatigant, c'est chiant. Ils préfèrent faire ça qu'un métier social parce que ils savent que l'aspect social de ce métier ne fonctionne pas. T'es éducateur, t'es tellement précarisé. Ta situation, tu sais que tu vas faire que du mal. En fait, tu reproduis la violence. Tu sais que l'enfant, avant qu'il est entre tes mains, qu'il est à ta charge, et bah, l'avant-après, en fait, il est pire après. Donc, c'est ça qui est terrible. Il y a 40 gosses qui auraient besoin d'un placement qui attendent parce qu'il n'y a pas de solution juste dans un des départements dans le sud. Mais bien sûr, mais c'est partout comme ça en plus. Et donc là, on voit l'aspect systémique après. Ouais, sur l'aspect justice. Bien, ouais. Donc, c'est juge des enfants, j'imagine, c'est 520 juges pour 255 000 enfants en danger. Un terrible constat qui pèse aussi sur les magistrats. Selon le syndicat de la magistrature... Donc lui, c'est un magistrat classé à gauche, le syndicat de la magistrature. 77% des juges dénoncent régulièrement ou parfois à placer... Renonce. 77% des juges renoncent régulièrement ou parfois à placer un enfant en raison d'un manque de place ou de structure adaptée. Quand 70% estiment ne pas être en mesure de rendre une justice de qualité. C'est-à-dire qu'il y a même de l'autocensure. Tu es juge, tu sais que tu dois protéger l'enfant. Donc en fait, on parlait déjà de cette autocensure avant. Et bah, il y a déjà cette charge morale sur les juges. Ils se disent, mais je renonce, quoi. À quoi bon, il n'y a pas de place, donc je vais le mettre dans des trucs pourris, quoi. Je vois pas comment tu peux Les 3/4 des juges pour enfants sont concernés, ça devient systémique. On est beaucoup à adapter le besoin à l'offre, alors que cela devrait être le contraire. Et cela est contraire à notre déontologie, témoigne alors la présidente du syndicat Kim Reflet. Certains collègues sont en burn-out, d'autres quittent carrément la profession, faute de pouvoir accueillir correctement faute de pouvoir accomplir correctement leur mission de service public. Seulement 520 juges des enfants s'occupent de près de 255 000 enfants en danger, faisant l'objet d'une mesure judiciaire. La moitié de ces juges suivent en moyenne 450 situations, certains jusqu'à 600. Bah, quand tu fais ça, on en parle pour les profs qui ont des chiffres plus petits, un prof qui a une classe de 35, parce qu'ils ont tellement fermé de classe, 40 parfois, certains profs ils ont des classes de 40, ils te disent on peut pas bien suivre l'élève, on peut pas bien travailler, donc on fait de manière on traite des gens comme des masses. Et bah là, quand tu es un juge et que tu as 450 à 600 enfants en danger que tu dois gérer, mais tu peux pas faire du personnel, tu peux pas faire du cas par cas. Tu es obligé de les traiter comme des masses. Et c'est ça qui est horrible, c'est ce qui fait du coup les erreurs. Ce qui fait les erreurs. Il en faudrait quasiment le ministère de la Justice compter 1500 magistrats d'ici 2027. Promettez 1500 magistrats. Voilà, un magistrat, ça coûte de l'argent, il faut les former. C'est plusieurs années d'études. Il y a l'école de la magistrature, je ne sais plus où elle est là. Ça coûte cher, du coup, il faut mettre de l'argent dans la justice. Mais à chaque fois qu'on a eu des Rachida Dati, je ne sais plus qui avant, Éric Dupond-Moretti, et qui sont ministres de la justice, qu'est-ce qu'ils font à part faire plus de places en prison? Qu'est-ce qu'ils font à part faire plus de places en prison? Et des coupes budgétaires, ils font rien. Donc c'est ça aussi. Ça, ces dossiers-là, à eux,
Mais je pense que quand ça arrive sur leur bureau, ils jettent. Ils disent, eux, ils restent dans le populisme carcéral. Ça intéresse pas les gens. Nous, on va continuer à dire qu'on va mettre des 150 ans de prison, des 2000 ans de prison à tel ou tel, les Arabes, les Noirs, je sais pas quoi. Ça les intéresse parce que sur CNews, tout le monde sera content. Sur BFM TV, tout le monde sera content. Mais quand il faut s'occuper des problèmes de l'ASE, de ces enfants-là qui sont déjà dans des parcours compliqués, là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire quand il faut du courage politique, ce qui n'est pas populaire, ça, tu fais pas le tour des plateaux avec ça. Là, il n'y a plus personne. C'est ça le pire, c'est que tu pourrais, quoi. Enfin, non, mais je veux dire, franchement. Bah, il faudrait un courage politique. Et c'est pour ça que. Et l'extrême droite, ça les intéresse pas. Il faut vraiment en parler autour de vous et tout. Enfin, j'espère que les gens vont en parler. Comme l'affaire Mazan, quoi. Comme on voit, même si moi j'y crois pas à la prise de conscience. Et là, j'y crois pas non plus, mais au moins il faut essayer, quoi. Pour ces enfants, quoi. Franchement, c'est. Puis il y a Lies Loufoque qui fait un travail de fou, qui est lui-même issu de l'ASE et qui est pareil, bon bref. Qui est un survivant, on devrait dire, de l'ASE, quoi. Ouais, qui est un membre de LFI qui est spécialisé du coup sur ces questions. Non, pas LFI, il est pas LFI ? Non, il est un peu indépendant. Ah, du coup, en tout cas, il a été sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Voilà, il a été candidat sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Il n'a pas été élu, malheureusement, en plus. Voilà. Il n'a pas été élu, mais en tout cas, c'est un militant sur ces sujets-là. Il dit des choses super intéressantes. Ouais. À chaque fois, il a des tweets super intéressants. Ouais. Donc, Lies Loufoque. Pour ces mineurs placés par l'ASE dans des conditions souvent problématiques, se pose également la question de l'après. Ils étaient environ 15 000 jeunes en 2020 lâchés dans la nature à leurs 18 ans. Un chiffre à prendre avec précaution, explique Lies Loufoque, le voilà. Cofondateur de comité de vigilance des enfants placés. On est encore aujourd'hui en France en totale incapacité de pouvoir dire combien d'enfants sont placés. Et tous les départements ne jouent pas le jeu des remontées de données qui arrivent en plus avec 2 ans de décalage en général. Bien sûr, parce qu'ils veulent pas assumer les conséquences des trucs, quoi. Ouais, ils cachent ce qu'ils font. Oui. Depuis 2022, la loi Taquet oblige pourtant les départements à accompagner les jeunes sans ressources suffisantes jusqu'à leurs 21 ans. C'est le contrat jeune majeur. Un an plus tard, en 2023, son application s'avère toujours peu efficiente, selon un rapport du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, qui pointe une grande disparité de prise en charge selon les départements. Bah oui, parce qu'il y a des départements qui ont plus d'argent et des départements qui ont moins d'argent. Maintenant, il n'y a même plus de ministère, en fait, pour l'enfance. Parce que le gouvernement Barnier a mis un ministère de la famille et de la petite enfance. Donc un enfant au-delà de 10 ans, quoi, globalement, ça rentre plus, donc on s'en fout. Alors, résultat, de nombreux jeunes déscolarisés vivent dans la rue. C'est le cas de Mathias, aujourd'hui âgé de 22 ans, qui a donné l'alerte dans l'affaire qui sera jugée à Châteauroux en octobre prochain. À sa majorité, le jeune homme dormait sur un banc. Comme lui, un quart des sans-abri est issu de l'ASE, notait une étude de la Fondation Abbé Pierre en 2019. Et voilà, et la proportion est encore plus grande quand il s'agit des jeunes. Un sans-abri né en France de moins de 25 ans sur 2 a côtoyé l'ASE à un moment de sa vie. Les enfants de l'ASE sont aussi surreprésentés dans d'autres domaines comme la prostitution ou le milieu carcéral, sans qu'il n'existe d'études scientifiques claires à l'échelle nationale pour le mesurer, regrette encore Lies Loufoque. Comment voulez-vous qu'on élabore des politiques publiques dignes de ce nom et efficaces si nous n'avons pas cette connaissance, insurge-t-il. C'est aussi une catastrophe politique, parce que quand on ne compte pas, ça veut dire aussi que ça ne compte pas. Ouais, Marie, c'est totalement ça. Les départements sont dans la grosse merde financière en ce moment, sauf que c'est eux qui s'occupent de l'ASE. Mais pourquoi on leur a mis la charge dessus. Pas la grève, genre la vie. De qui la grève? Les départements? Les professionnels, quoi. Mais ils le font tout le temps. Ils l'ont fait il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Tous les gens de la c'était pas des... Oui, c'était des magistrats, non? C'était quoi? Non, c'était des juges, parce que... comme ça. Oui, mais ils se mobilisent. Hein. Même ils en ont parlé dans l'article, ils se mobilisent. Mais à un moment, Macron, ça fait combien de temps qu'il a écouté? C'est quand la dernière fois qu'il a écouté de mobilisation? Il y va de manière autoritaire, surtout il passe en force à chaque fois. Un problème de santé mentale, je n'arrive à être stable nulle part. Après tous ces ballottages de famille en structure, c'est difficile de trouver un logement. Ah oui, ils les détruisent les jeunes, ils les détruisent. Témoigne encore Mathias. Comme lui, les jeunes confiés à l'ASE ont 4 fois plus de risques d'être déscolarisés. En moyenne, ils sont 45% à n'avoir ni emploi ni formation à 18 ans. La moitié, donc. Ce qu'on a vécu va forcément avoir un impact sur l'après, ajoute Mathias, qui ne parvient pas à garder ses petits boulots plus de 6 ou 7 mois. Les problématiques de santé mentale sont également quasi systématiques dans des parcours des anciens enfants placés, explique Lies Loufoque, comme l'a documenté un rapport ministériel en 2022. En fait... les enfants sont placés et donc déjà de conséquences de maltraitance, donc déjà ils pourraient
en fait, le truc, c'est qu'il pourrait déjà avoir des problèmes de santé mentale sur le long terme. Normalement, l'ASE doit remédier à ça, et elle aggrave les problèmes, en fait. C'est ça aussi, quoi. Elle en crée de nouveaux, donc c'est super. Ils sont pourtant moins pris en charge médicalement que les autres enfants, d'après les conclusions du rapport de l'Observatoire national de la protection de l'enfance de 2022. Théoriquement, depuis 2016, les enfants placés doivent avoir un bilan de santé à leur arrivée de l'ASE. Or, moins de 10% des départements français appliquent cette obligation, déplore Lies Loufoque, le dernier maillon. En 2024, le gouvernement a annoncé 307 millions d'euros d'économies dans le budget handicap et de la solidarité. L'ASE, c'est le dernier maillon. Si l'ensemble de la chaîne de prévention n'est plus assurée par l'État et l'ARS, l'Agence régionale de santé, en amont, alors l'ASE s'écroule, s'inquiète Françoise de Gouville. Pour la directrice générale adjointe du conseil départemental de l'Indre, l'ASE se retrouve par exemple à devoir gérer l'accueil d'enfants en situation de handicap et ou qui révéleraient de la psychiatrie faute de place dans des structures spécialisées. Pour venir à bout de cette crise structurelle de l'aide sociale à l'enfance, Lies Loufoque plaide pour une réforme complète du système. Il faut retirer la compétence de la protection de l'enfance au département et mettre en place une politique nationale coordonnée interministérielle, estime le cofondateur du comité vigilance des enfants placés. Le sujet sera peut-être bientôt à nouveau débattu à l'Assemblée. En avril 2024, une commission d'enquête parlementaire sur le dysfonctionnement de l'ASE avait été créée, mais ses travaux ont été suspendus suite à la dissolution. Sa rapporteure, la députée socialiste Isabelle Santiago, a l'intention de la relancer et de reprendre ses travaux à zéro. Il faudrait que les parlementaires soient plus impliqués sur le sujet, notamment les députés RN. Beaucoup d'entre eux ont déserté les travaux dès la première commission d'enquête. Ah, donc il y a aussi vraiment un désintérêt total de tous les autres députés sur la question des enfants. On s'en fout des enfants. On peut le dire en France. Notre représentation nationale, nos super députés, merci à eux d'exister, s'en foutent du sort des enfants. Tant que c'est pas les leurs, parce que évidemment eux, quand même, l'Assemblée nationale est très bourgeoise. Je crois que c'est 5% d'ouvriers et de classe populaire, employés ouvriers. Les enfants de cassos. Ouais, voilà, c'est les cassos, on s'en fout quoi. C'est encore très très dur, les épaules sont abîmées. Parfois, le poids de ces épaules est difficile à porter avec ce vécu et ce bagage, c'est très compliqué, confie Mathias qui aimerait entamer un suivi psychiatrique. En août 2024, le jeune homme a pensé à se suicider une nouvelle fois et il est loin d'être le seul. Parmi les jeunes placés, ils sont 2 fois plus à avoir des idées suicidaires et ont 3 fois plus de risques de passer à l'acte, selon un rapport de la Haute Autorité de Santé de 2021. C'est ce qu'il est arrivé à Méline, 11 ans, retrouvée pendue en octobre 2023 dans son foyer de l'Oise, ou à Lily, 15 ans, qui a mis fin à ses jours en janvier 2024. Dans un hôtel. Là, ça veut tout dire, dans un hôtel, quoi. Ou encore, parce que normalement, c'était censé être en plus interdit de placer les enfants dans des hôtels, mais c'est pas fait. Ou encore Myriam, 14 ans, retrouvée morte après avoir fugué de son foyer en Seine-et-Marne en février 2024. C'est aussi à cause de tous ces drames que Mathias se rendra au procès de Châteauroux pour témoigner et qu'il tente de garder espoir en s'accrochant au rap, au chant et à la musique. Ça me permet d'extérioriser les choses et de transmettre un message positif, dit-il à la cellule investigation de Radio France, pour que le métier grandisse et que ça évolue. Pour que le monde grandisse et que ça évolue. Le monde grandisse et que ça évolue, pardon. Mais convaincre les autres victimes présumées de réclamer justice n'est pas chose simple pour les avocats. On sait qu'ils seront très peu présents à l'audience, regrette maître Myriam Gage Benayoun, qui tente avec 3 autres confrères de les retrouver. Car devenus majeurs, la plupart de ces jeunes ont disparu des radars de l'ASE. S'ils veulent bien s'identifier, nous les accompagnerons tous. Explique Omaria Cellier, présidente de l'association Innocence en danger, qui s'est constituée partie civile au procès. Je lance un appel à témoins et leur demande de nous écrire à l'adresse contact-innocenceendanger.org. Donc voilà, l'article vraiment assommant, quoi. C'est d'une tristesse. Franchement, je trouve que l'article est d'une très grande qualité, en revanche. Oui, vous en faites un gros travail. Franchement, c'est pour ça que au début, je me suis dit, vas-y, on va en parler juste vite def. Mais parce que l'article est long, mais il est excellent. Il est excellent. Parce qu'il pointe pas que... Il n'est pas tombé dans le piège de la personnification. En gros, c'est l'histoire de ces 2 gens de famille d'accueil. Il a vite détourné le truc, en fait. Voilà, il a montré que il est revenu aux sources. C'est un problème systémique. Et donc, pour changer les choses, c'est politique, faut y aller, faut se battre. Et il faut montrer que non, on tient à ses enfants. Politiquement, on tient à ses enfants. Et donc, on les abandonne pas. On les abandonne pas. Ouais, très cool l'article, ouais, franchement. Et normalement, ça
normalement, ça te révolte, quoi. Ouais, T'es une personne normale, normalement, ça te révolte. Ça radicalise, quoi. De fait, là, c'est pas possible. Quoi. Là, qu'on allait nous dire qu'il faut encore... Parce que là, en plus, on a vu qu'il y a 6% de budget, de déficit du budget. Ils vont encore couper. Ils vont encore couper. Bah là, c'est ça. Et on sait où ils coupent tout le temps. Ils coupent tout le temps sur la solidarité, l'handicap. Donc, ils vont encore peut-être couper encore. On va voir où ils vont... Vu qu'ils veulent pas taxer, ils veulent pas remplir les caisses en taxant les riches. Non, c'est contre leur politique. Donc, ça, on va couper. Et ce sera encore sûrement sur ces enfants-là. Et c'est terrible.